Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette deuxième séance ordinaire du conseil d'administration d'arrondissement, ça part bien, de Fleurimont. On est le 26 février 2024. Mon nom, c'est Joanie Belleroche. Je suis la présidente de l'arrondissement de Fleurimont et je suis accompagnée de mes collègues, Mesdames Danielle Berthold et Madame Hélène Dauphinet. Madame Le Tartelavoie sera absente pour ce soir. Elle débute son congé maternité pour ceux et celles qui ne savent pas. Elle attend un bébé. Alors, je suis également accompagnée de M. André Blais, notre directeur à l'arrondissement et aussi technicien en son pour la soirée. Alors, la séance est ouverte. On débute avec l'adoption de l'ordre du jour. Il n'y a pas de point à ajouter. Non. Ensuite, lecture et adoption du procès-verbal numéro 1 du 22 janvier 2024. C'est conforme? Conforme. Excellent. Oui. Arrondissement de Fleurimont. Comité consultatif d'urbanisme maintenant, le dépôt du procès-verbal du 14 décembre 2023. C'est conforme. Super. Alors, on serait déjà rendu à la période de questions des personnes présentes. Alors, ceux et celles, on n'a que des hommes, ceux qui souhaitent s'exprimer ce soir, je vous demanderais simplement, là, on a un micro pour la soirée parce que, en fait, la séance est enregistrée. Donc, pour que le son porte bien à l'enregistrement, on vous demande de parler dans le micro. Alors, peut-être lever la main. Je vous demanderais de vous nommer. Si le cas échéant, nommer si vous représentez une entreprise ou un organisme. Puis sinon, peut-être pour nous situer dans l'arrondissement, nous dire dans quelle rue ou district, si vous le connaissez, vous vivez. Puis si jamais on n'a pas la réponse à votre question ce soir, mais on se permettra de faire un suivi prochainement le plus rapide possible. C'est pour ça qu'on vous demande d'ailleurs d'inscrire vos coordonnées à votre arrivée. Alors voilà, vous allez débuter. Porteur du micro, allez-y. Bonsoir, mon nom est Rémi Bélanger-Laberge, citoyen de l'arrondissement Fleurimont, district 4 saisons. J'habite sur la rue Brulotte. Ce soir, je viens en mon propre nom et aussi du groupe Vélo urbain Sherbrooke. Vous présenter une proposition, ça s'intitule comme ça, proposition d'aménagement cyclable au parc Victoria, printemps-été 2024. La proposition, je vais vous la remettre. Voilà. Puis, vous pouvez suivre en même temps que moi ce qui est proposé, qui fait suite à une semaine ou deux de consultation sur le groupe Vélo urbain Sherbrooke, à ramasser quelques idées d'amendement à cette proposition pour arriver à ce résultat-ci. Donc, pourquoi est-ce que on propose à Vélo urbain Sherbrooke un projet d'aménagement cyclable, mais qui va profiter aussi aux piétons? C'est dans l'optique d'améliorer la fluidité de la mobilité active à travers le parc Victoria. Dans l'optique aussi où il y a présentement des grands travaux de réfection de piscine sur la rue du Cégep, tout près de l'entrée du parc Victoria. Donc, la rue va être refaite cette année. Alors, il y a une belle opportunité d'intégration de bandes cyclables à cet endroit-là. Et j'y vais tout de suite, en fait, en vous présentant les éléments les plus importants dans le fond que je verrai, parce que là, je ne vais pas vous lire les 4 pages au complet. Hein? C'est ça, Mme Bertrand? C'est gentil, merci. Ça me fait plaisir. Alors, vous voyez, on va commencer dans le haut de la page, dans le haut du schéma, là, côté nord. Vous voyez la rue d'Éranlot. Il y a un tronçon bleu. Ça, c'est une proposition, une option qui est proposée, de faire passer une piste cyclable bidirectionnelle de ce côté-là de la rue, qui longe le bas de la rue, si on veut. On tourne le parc à chiens, une bidirectionnelle asphaltée avec présence de bollards qui longerait le parc jusqu'au fond du stationnement qui est présentement existant. Si je continue le tracé, on poursuivrait sur le tracé orange, une piste bidirectionnelle également asphaltée, côté sud-ouest du trottoir. Donc, si on regarde, c'est juste en bas du trottoir, là, si on regarde sur le schéma. Le trottoir qui traverse le parc d'un bout à l'autre. Et finalement, le tronçon vert, une piste unidirectionnelle, donc de chaque côté de la rue, jusqu'à la rue Terril.
Il y a le tronçon jaune qui est une option alternative au tronçon bleu. Je vous explique. Ce serait une piste, c'est un chemin qui existe déjà, qui est dédié aux piétons. Ce serait de transformer ce tronçon-là en piste bidirectionnelle asphaltée qui suit le tracé du piéton, le tracé piéton actuel. Puis, dans le fond, ce serait une piste partagée. Piéton. Là, il faudrait voir s'il y aurait besoin d'élargissement ou pas de ce tronçon-là, si jamais cette option-là est retenue par la ville. Alors, je vous ai inscrit pour chacune des alternatives, chacune des options de modification, bien, les avantages, les considérants aussi à retenir. C'est pas un aménagement, je crois, qui serait extrêmement coûteux pour la ville, mais ça augmenterait passablement la fluidité. Il y a beaucoup de gens qui auraient davantage accès, qui habitent dans mon district, côté du pain solitaire aussi, qui auraient accès plus facilement au centre-ville, aller vers le cégep, puis ensuite de ça, accéder au centre-ville en vélo ou bien à pied. On propose aussi, je dirais, deux petits éléments pour terminer. Le P2 que vous voyez, juste à côté du tronçon bleu. Le P2, on proposerait de l'éliminer, ce stationnement-là, considérant que le P1, il y a énormément de cases de stationnement, et aussi au P3 de l'autre côté du parc, et que cet espace-là, au P2, pourrait être récupéré à d'autres fins que du stationnement, d'autres fins qui pourraient être très bénéfiques à la ville, comme par exemple un espace locatif pour, je sais pas, des food trucks pour certains événements durant l'été. Alors, ce serait à vous de regarder ça, mais pour l'instant, c'est comme un peu un espace perdu. Je vous laisserai lire les considérants de cette proposition-là d'élimination du P2. Et finalement, de l'autre côté, si on va au P3, vous voyez qu'il y a un X sur la boucle. La proposition serait de retirer cette boucle pour finalement faire un tronçon droit qui termine tout droit en prolongement, si on veut, du trottoir qui traverse le parc Victoria. L'idée étant d'augmenter la surface utilisable du parc et d'éviter les conflits automobiles, cyclistes sur cette section-là également. Alors, ouais, c'est pas mal ça. Puis, bon, proposé, soutenu par les membres suivants de Vélo urbain Sherbrooke. Je vais le souligner. Nicolas Bessette, Fabien Burnock, Ulysse Desranleau, qui est à ma gauche ici, Martin Parr et Denis Pellet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs. Est-ce que vous avez une copie numérisée qu'on pourrait partager, dans le fond, au Oui, je service? pourrais l'envoyer à l'adresse courriel de l'arrondissement, peut-être. Exactement. Bon, excellent. Je fais ça. Ça, on pourra faire cheminer le document aux différents services qui sont concernés par vos propositions. OK, parfait. Merci beaucoup. Merci. Je pense que c'est ça pour 2024. Je pense que c'est un peu tôt. Oui, voulez-vous Oui, ben, j'aimerais ça réagir, juste peut-être vous donner matière à réflexion. Oui. C'est bien parce que vous proposez des choses avec des alternatives aussi. Quand vous parlez d'éliminer le stationnement P2, est-ce que vous avez tenu en compte en faisant cette proposition-là que le P3, le stationnement à l'entrée, qui est très grand à l'heure actuelle, il va être réduit à peu près, au lieu d'avoir au-dessus de 200 places de stationnement, ils vont en garder seulement 80. Au courant. Okay. Oui, ben c'est ça. Donc, ça vient changer un petit peu parce que là, en réduisant les espaces de ce côté-là, il y a déjà beaucoup de gens qui utilisaient le plancher de danse qui stationnaient là. Bien là, le P2, il y a beaucoup de gens à mobilité réduite là, qui dansent, tout ça. Fait que ça, c'est un changement. L'autre aussi, la boucle de virage, souvent, c'est pour le déneigement qu'on les garde. Si vous montez la rue Pelletier, la rue Cardinal-Villeneuve, là, Cardinal-Villeneuve, je sens que c'est celle-là. À un moment donné, ils sont rentrés dans le bois, sont allés défricher pour faire une boucle de virage à cause du déneigement l'hiver. Fait qu'il y a peut-être ça là, qui fait qu'ils vont vouloir garder cette boucle-là aussi, là. Fait que c'est pas facile. Le sentier jaune, je vous dirais, les marcheurs ne seraient pas d'accord parce que c'est une belle forêt ancienne. Hein, quand vous dites élargir le sentier,
c'est une forêt ancienne, il faut faire attention à ce qu'on fait là-dedans. Puis, donc, les marcheurs vont là, c'est une forêt où tu relaxes, tu regardes la nature, tout ça. Donc, d'avoir des vélos qui peuvent te croiser à tous les instants, c'est pas nécessairement très apprécié. Mais donc, comme je vous dis, vous proposez plusieurs solutions. Je le sais que éventuellement aussi avec le nouveau plan directeur du parc Victoria, parce qu'on attend ça. Ça aussi, ça va venir probablement fixer où est-ce que la piste cyclable devrait se situer ou pourrait se situer, dépendamment comment on prévoit utiliser le parc. Donc, ben, merci pour vos suggestions. Elles vont être transmises, mais c'est ça, là, je ne pense pas que c'est quelque chose qui va se faire cet été. Personnellement, je trouverais ça précipité avant qu'on ait le plan directeur du parc. Et je suis même pas certaine, monsieur le directeur, je ne suis pas certaine hein, que c'est cette année que les liens cyclables vont être refaits sur du cégep. C'est pas en 2025? Non, de mémoire, non, c'est pas cette année. C'est ça, hein? Donc, ça aussi, c'est le jour où on va refaire du cégep, comment on l'organise. Ben là, il me semble que c'est là qu'il va falloir savoir comment on le traite aussi dans le parc. Fait qu'il y a peut-être ces deux affaires-là, plan directeur, puis la réflexion de la piste cyclable sur du cégep qui vont venir retarder peut-être un petit peu ça. On était déjà bien content que là, au moins, avec la piste cyclable, à partir d'en haut, Des pèlerins, là, sur oui, qu'on se rend maintenant jusqu'en bas au parc, on peut quand même relativement facilement traverser le parc et aller rejoindre toute la piste cyclable en bas, là, le long de la rivière, etc. Limité, dans le fond, ce chemin. Exactement. C'est pas facile, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de choses. Hein? Oui. Mais donc, c'est ça. Fait, merci pour les suggestions. Oui, moi, je vais ajouter que, évidemment, comme Mme Dauphiné dit, que c'est très difficile pour 2024 parce que l'orientation des pistes cyclables, l'orientation pour les voleurs dans les rues, ça a tout été donné la semaine dernière au comité exécutif. Donc, ça pourrait être un travail et dans le plan pour le parc Victoria, mais aussi peut-être à voir pour l'été prochain. Mais je ne prendrais pas, ce serait utopique de penser que ça pourrait être fait pour 2024. Donc, ça se peut que ça tombe bien pour la réflexion en vue de 2024. Mais moi, je pense que oui, parce que c'est bien de voir des gens qui se concernent, qui concertent, parce que je l'ai vu sur votre page Facebook, que vous demandiez l'avis, qu'est-ce que vous pensez de ci, qu'est-ce que vous pensez de ça. Alors, on voit que vous êtes organisés. Puis c'est pas fou comme réflexion, mais il faut l'amener un peu plus loin à un autre niveau. Alors, fondez pas trop d'espoir pour 2024, mais ça va continuer à suivre son cours. Puis sûrement qu'il y aurait possibilité d'avoir des nouvelles probablement en 2020, à l'été 2025. Là. Généralement, on fait aussi une boucle de rétroaction avec le comité vélo qu'on a mis en place, dont il y a quelqu'un de VUS qui fait partie. Aussi. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Et merci. Qui... Bonjour, je m'appelle Élisée Ranlot. Je suis également membre du groupe Vélo Urbain Sherbrooke. Ma question va être très, très brève. Est-ce que ce serait possible de permettre le virage sur la rue du Souvenir à partir de la rue qui longe le centre 24 juin? À vélo? Oui, parce que pour l'instant, on ne peut pas tourner sur la rue du Souvenir, sauf les autobus. C'est ça, on ne peut pas à Pour gauche. éviter, j'imagine que ça devient une route de transit. Il y a une école qui se trouve en bas C'est un sens de la unique, rue. c'est ça qui monte. Mais je ne penserais pas que les vélos posent un grand danger aux enfants en arrivant en bas sur le projet d'école. Ouais. Ça n'a jamais été demandé à ma connaissance. Oui, ça pourrait être faire l'objet d'une requête en ligne. Ouais. Ouais. Vous allez sur le site Internet, puis vous en avez déjà fait de toute façon. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux. Concernant les logements sociaux, j'ai calculé ce matin que les projets PIL ont été présentés vendredi. Ça revient environ à 27 000 par porte de contribution municipale. 27 000. Ceux qui sont dans le FAC, c'est plutôt 95 000 par porte. C'est donc 3 fois et demi plus cher pour la ville d'investir dans le FAC
que de faire ses propres projets. Je pense que ça n'a pas tout été compris. On n'a toujours pas compris d'ailleurs d'où venait le prix faramineux total pour une porte. M. Deneau, ce midi, en entrevue, a dit qu'il y avait 60 logements de l'OMH qui n'étaient pas occupés présentement. On sait qu'il y en a constamment qui sont en rénovation, quand les gens quittent, quand il faut changer les emplois, ces choses-là. Et puis là, il y en a qui font le raccourci, et ça représente beaucoup plus. Ça représente à peu près, si je ne me trompe pas, c'est 1600 logements à peu près qui sont à l'OMH. Ça représenterait 3,5 des logements de l'OMH qui ne seraient pas occupés. Là, il y en a qui font le raccourci de dire, bien, dans le marché normal, c'est 1% ou autour de 1%. Sauf que, est-ce que vous savez si dans le marché normal, marché privé, si, quand on dit 1%, est-ce qu'on tient compte des rénovations, des rénovations, des choses comme ça? Parce que, d'après moi, il n'y a pas de registre de ça. En tout cas, je n'ai jamais rien vu de ça. Je ne savais pas à l'OMH. J'ai aucune idée. Ce que je pourrais vous dire par rapport au logement vacant, puis il y a l'aspect du roulement. Il y a beaucoup de gens qui partent, puis à chaque fois qu'un ménage part, mais on s'attarde à faire des rénovations. Des fois, c'est ça, on a des immeubles qui sont vraiment vieillissants, donc des fois, ça va au-delà des petites rénovations parce qu'il faut remettre le logement aux normes. Puis là, ce qu'on vit aussi actuellement, c'est qu'il y a tellement une grosse pression sur nos immeubles. Ça, on a 1400 ménages sur nos listes d'attente actuellement, là. Donc, c'est ça, quand on a, puis avec la Société d'habitation du Québec, quand on reçoit une subvention pour venir faire une rénovation, mais on n'a pas de subvention, par exemple, pour relocaliser ou aller trouver un logement temporaire pour nos ménages. Fait que, ça aussi, ça pèse en balance. Il faut attendre d'avoir de l'espace. Tout ça, il faut que ça soit planifié. Des fois, quand il y a des travaux, je parle pour des travaux majeurs, il n'y en a pas tant que ça, c'est pas les 60 qui sont en travaux majeurs, mais c'est un calcul qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut penser, là. À peu près 1600 logements à l'OMH. Combien d'immeubles? Parce que, évidemment, il y a des 4 logements jusqu'à des 40 logements ou 60 logements. Avez-vous une idée de combien d'immeubles ça représente? Des meubles, je dirais que je pourrais vous revenir avec. Il y a 2 immeubles, puis c'est difficile à savoir. Oui, il y a des endroits, c'est des domaines, avec plusieurs. Ce qui me revient, c'est les procès-verbaux, évidemment, de l'OMH. Est-ce qu'ils sont publics? Parce qu'il me semble que je les ai déjà vus, puis je les trouve pas. J'ai posé cette question-là récemment parce que, dans le fond, moi, je signe, puis après ça, ils s'en vont à la ville de Sherbrooke, puis j'ai demandé où ils allaient. Puis c'est parce que j'avais proposé à un moment donné qu'on aille une présentation du rapport annuel, tout ça, un peu comme on fait en plénier avec la Société de transport de Sherbrooke. Puis c'est ça, j'ai pas eu de suivi. Le rapport annuel non plus, il n'est pas sur le site de l'OMH. C'est pour ça. Il faudrait voir à ce qu'il soit mis. Ouais. Merci. Merci beaucoup. D'autres questions? Bonsoir, mon nom est Jacques Reinaldo. Je suis citoyen de l'Ouest, de 26 d'Annie, à Sherbrooke, le secteur Bellevue, je pense. Je viens faire un suivi par rapport à ma démarche la dernière assemblée. Ma demande à l'égard des terrains sur le nom d'assistant 10 et la 12e. Le changement de zonage. Et j'ai eu un retour de Mme Caroline Bérard, qui a fait le suivi. On m'a indiqué, M. Boulet, que c'est des gens qui sont dans les dossiers. Fait que, merci pour le suivi. Je vais attendre le retour. Merci. On a hâte d'en savoir davantage. Oui, merci. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait. Ou des nouvelles? Ah non, on n'a pas de nouvelles. Ouais. Merci. Est-ce qu'il y en avait derrière qui voulait poser une question? Merci. C'est pour compléter par rapport à ce que les autres membres de Vélo urbain de Sherbrooke ont parlé. Je pense que le secteur jaune que Rémi a proposé. Juste vous nommer.
s'il vous plaît. Moi, c'est Alex, excusez, Alex Béchard. Merci. Il parlait d'un possible sentier bidirectionnel qui passerait en haut du parc caché jusque vers le centre du parc. Puis, un des points importants à considérer, c'est que pour les piétons également, en ce moment, ce sentier est très peu accommodant parce que plus que c'est pas pavé, dès que la saison hivernale approche ou qu'il y a des intempéries, ben, la ville met littéralement des bancards pour barrer le sentier. Fait que le point important, ce serait de le paver. Puis même si on décide qu'il n'y a pas de circulation vélo sur ce segment-là, ça va grandement contribuer à la circulation des piétons. Puis, pour la circulation des vélos, si elle continue de se faire via le stationnement B2, je crois, qui est comme incrusté dans le parc. Le point le plus important, c'est le même, c'est que ce segment-là, il n'est pas pavé, ce qui fait qu'en saison hivernale, puis lorsque les intempéries se présentent, la circulation se fait mal. Puis l'avantage de le pavé serait aussi important pour les piétons que pour les cyclistes. L'un et l'autre, l'avantage y serait comme vous avez mentionné, puis si on consulte la carte de la ville en ce moment, que la piste cyclable passe en théorie dans le parc. Mais en fait, c'est que puisqu'elle n'est pas asphaltée, dès que les conditions dehors ne sont pas belles, il faut souvent débarquer de son vélo ou sinon c'est littéralement dangereux de traverser. Donc, le fait que ça soit pavé serait critique pour que les gens puissent traverser bel et bien de façon fluide le parc, ce qui n'est pas le cas actuellement. Merci beaucoup pour ce complément d'information. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, on va faire cheminer aux différents responsables, là, autant des pistes cyclables que des parcs pour avoir des suites avec le futur plan directeur du parc Victoria, etc. Merci beaucoup. Alors, c'est ce qui clôt la période de questions, je crois. Oui, parfait. Alors, pour les 12 prochains points, ayant trait aux rencontres du comité d'urbanisme, alors je vais céder la parole à Mme la présidente du CCU, Mme Berton. Merci beaucoup, Mme Belrose. Oui, 12 dossiers, donc on va y aller rondement. Tout d'abord, le premier dossier, c'est une demande de dérogation mineure au règlement 1200 et de lotissement de la ville de Sherbrooke pour le lot, pour la zone C1455, donc au 1050 de la rue King-Est. Le requérant souhaitait modifier un bâtiment de 15 logements actuellement en construction de manière à scinder en 2 logements, en 2 parties supplémentaires pour un total de 17 logements. L'usage habitation 9, donc H9, bâtiment de 9 à 18 logements, est permis dans la zone C1455 où est située la propriété. La problématique avec cette demande, c'est que pour avoir droit de modifier son bâtiment en construction de 15 logements en un 17 logements, le terrain doit avoir une superficie minimale de 1970 mètres carrés, alors qu'il n'en possède que 1858 mètres carrés. Alors, la demande de dérogation mineure visait à autoriser un écart de 112 mètres carrés à la superficie minimale requise de 1970 mètres carrés pour permettre la construction de cet immeuble de 17 logements sur un terrain mesurant 18,58 mètres carrés de superficie. La recommandation des services était négative. Par contre, après avoir vu le dossier en CCU d'arrondissement, après avoir eu quelques discussions, en mentionnant que la construction était déjà débutée, le comité de l'arrondissement, de CCU d'arrondissement, a décidé d'accepter cette demande pour permettre de modifier ces 2 logements pour passer de 17 à 19 logements pour ce bâtiment-là. De 15 à 17, pardon, excusez-moi. Donc, c'est la décision du CCU d'arrondissement. Êtes-vous en accord? Oui. Ça va? Parfait. Donc, un dossier de réglé. Merci beaucoup. Ensuite, pour la dérogation mineure, donc le 6.1.2, qui est à la zone H1436 au 397 et 401 de la 7e avenue Nord. Donc, la demande est acceptée et que la dérogation mineure pour ce lot, situé au 397 401 7e avenue Nord dans la zone d'habitation H1436, eh bien, on l'autorise à l'effet d'autoriser un écart de 9 cases au nombre des cases de stationnement minimum prescrit de 14, et ce afin de permettre un changement d'usage vers le P106, entraide humanitaire, dans une partie du bâtiment aux conditions suivantes. Donc, l'espace en cours avant
et en marge avant, devant la façade principale sur la 7e avenue Nord, soit gazonnée ou paysagée, à l'exception des espaces aménagés tels qu'une allée piétonne, et ce jusqu'à l'alignement de la rue dans l'emprise, et que l'espace ainsi gazonné au paysage soit délimité par une chaîne de rues construite dans l'alignement de la rue. Ça vous va? Oui. Fait. Maintenant, pour la demande du comité d'urbanisme du 22 janvier, pour le 6.2.1 sur la rue Papineau, au 940 de la rue Papineau, la zone H1442. Donc, cette demande de dérogation mineure visait à autoriser une superficie de terrain moindre que la superficie prescrite afin d'autoriser l'ajout de 2 logements supplémentaires dans un immeuble à 4 logements situé sur ce lot, c'est-à-dire au 940 de la rue Papineau. Et la construction de ce bâtiment-là remonte à 1964. Donc, la recommandation pour cette dérogation mineure est acceptée à l'effet d'autoriser un écart de 144 mètres carrés à la superficie minimale prescrite de 900 mètres carrés afin d'autoriser l'ajout de 2 logements supplémentaires dans un immeuble à 4 logements. Ça va? Vous allez. Oui. 6.3.2 maintenant. Donc, une demande d'approbation de PIA dans l'ère Thomas Evans au 2015 de la rue King Est, la construction Jérémy Hull. Donc, c'est la phase 2 de 3 phases. La première phase avait été acceptée. Saveur du monde. Oh, Saveur du monde, pardon, excusez-moi. Je me suis trompée dans ma tête. Oui, donc, c'est dans les constructions de M. Patrick Rahimali, juste en face de Jean Coutu. Eh bien, le premier étage, c'est un espace commercial. Donc, il y a un commerce qui s'est installé. C'est donc à dire Saveur du monde. Alors, eux veulent s'afficher, bien sûr, pour dire aux gens qu'ils ont un commerce à cet endroit-là. Alors, ils nous ont présenté la façon de l'implanter. Ils doivent venir voir à chaque fois qu'il y a un affiche qui doit être fait. Et c'est ce qu'on nous propose. Donc, nous avons accepté, évidemment, ce que les gens nous avaient proposé. Ça vous va? Oui. Parfait. Donc là, nous sommes rendus maintenant au 6.3.2 sur la rue King Est, 2015 rue King Est, les constructions Jérémy Hull, dans l'ancienne grande place de l'Est, qu'on appelle maintenant la moyenne place de l'Est, puis qu'on espère que ce ne sera pas la petite place de l'Est à un moment donné. Mais c'est un projet qui est en 3 phases. La première phase est faite, donc on est là ici pour approuver la deuxième phase de cette implantation et d'intégration architecturale. Alors, ça va comprendre 75 logements et 2 locaux commerciaux situés sur cet endroit. Alors, à cet endroit, évidemment que nous acceptons le dossier. Comme le premier a très bien passé, le deuxième est la même chose. On avait retourné dans l'intégration des 3 bâtiments à quelques occasions le projet pour demander de faire un milieu de vie, pour faire en sorte que les gens puissent profiter du terrain parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, il n'y avait pas d'aire de jeu et tout. Alors finalement, il nous est revenu avec une proposition globale, mais maintenant on comprend qu'on accepte la deuxième partie. Donc, ça répondait évidemment à tous nos critères, à 3 conditions: que les essences d'arbres et d'arbustes soient précisées préalablement à l'émission du permis, que le requérant s'engage à remplacer tout arbre mort ou non viable et que la localisation des équipements mécaniques projetés soit précisée préalablement à l'émission du permis. Parfait, ça vous allait? Oui. Maintenant, habitation apogée. Donc, ça aussi, c'est un projet d'ensemble qui est sur la rue King Est, à l'ancien serre et pépinière Gagnon. Donc, il y a déjà 4 bâtiments de construits. On y va pour un 5e maintenant. Il y en a 7 ou 8 qui sont prévus sur le même territoire. Donc, évidemment que comme les autres se sont très bien déroulés, les gens habitent maintenant ces appartements-là. Donc, c'est avec plaisir que l'on autorise la construction de cet immeuble multifamilial d'encore 12 logements sur ce lot. Donc, avec 2 restrictions: qu'un espace d'accueil dédié au dépôt à neige soit prévu et indiqué au plan d'implantation préalablement à l'émission du permis, et que les matériaux et couleurs de la clôture ou du mur écran servant à dissimuler les conteneurs et bacs roulants soient spécifiés préalablement à l'émission du permis. Ça allait aussi? Oui. On enchaîne. Donc, pour la rue King Est, une demande d'approbation d'un PIA
On va changer de page. Donc, de moyenne densité au 2665 de la rue King-Est. Donc, c'est juste, je vais vous situer, là, vous êtes sur King-Est, vous sortez de la rue Allard, vous voulez aller vers le centre-ville, ça se trouve à gauche. Il y avait une espèce de petite maison jaune là, où on vendait des voitures usagées. Donc, le propriétaire a vendu et c'est des promoteurs qui ont acheté le terrain afin de nous proposer 2 immeubles, si je ne m'abuse. Oui, effectivement, 2 immeubles qui se ressemblent d'ailleurs. Donc, un au 2665 et l'autre juste à côté, donc au 645. 2645. Donc, évidemment, que nous avons vu ce dossier aujourd'hui du côté de l'arrondissement, en CCU d'arrondissement. On aurait aimé beaucoup, ça a été suggéré que les enfants puissent jouer à l'avant du bâtiment, donc peut-être de reculer un peu la bâtisse, mais on a des restrictions à faire. Il y a un 12 mètres qui est obligatoire de la ligne de l'eau et tout ça. Donc, on ne pouvait pas vraiment changer l'implantation proposée par le promoteur. Alors, on accepte et celui-ci et le prochain également, à condition que les unités de climatisation soient soit indiqué pardon, sur les plans préalablement à l'émission du permis et que celui-ci s'intègre au revêtement en termes de couleur et que le plan d'aménagement paysager complet, comprenant un minimum de 6 arbres, des arbustes et des plantes ornementales, soit réalisé et déposé préalablement, donc à l'émission du permis. 6 logements dans chacune des bâtisses. Ben, moi, c'est ce que j'ai ici. Là. 18 là. Ben, c'est encore mieux, regarde, on va dire que c'est correct, là. On ne changera pas d'avis, ne vous inquiétez pas. Donc, pour celui-ci, ça vous allait et pour l'autre aussi? Exact. Parfait. Moi, je dois dire qu'en tant que conseillère de ce district-là et présidente du CCU d'arrondissement de Fleurimont, je suis enchantée par tout ce qui se fait sur PF, par Duplessis, peu importe, c'est vraiment des habitations intéressantes. Et j'aimerais souligner l'ouverture des promoteurs à modifier leurs projets. Quand ils ne sont pas sûrs, ils viennent nous voir à l'arrondissement, ils nous demandent notre avis. On travaille vraiment main dans la main, puis ça apporte de beaux résultats intéressants, puis ça fait en sorte qu'on est gagnant-gagnant des deux côtés. Donc, je salue ce qui peut se passer dans mon district, mais l'avenir est à Fleurimont pour les prochaines années. N'oubliez pas, toutes les constructions, ça vient ici. Alors, c'est intéressant de ce côté-là. Ensuite, on est rendu à l'autre point. 6.3.6, donc une demande d'approbation de PIA, intégration intermédiaire au 134 de la rue Bowen-Nord. Donc, c'est une demande de permis qui a été déposée en avril 2023, a été complétée le 7 décembre 2023 pour la construction d'un immeuble multifamilial de 6 logements. J'avais changé ma page. C'est pour ça que je n'avais pas le bon nombre de logements. Alors, évidemment, que la demande est acceptée sans aucun problème et que l'option 1 soit retenue comme choix de couleur et de revêtement extérieur. Donc, c'est sur Bowen-Nord. On en avait déjà approuvé 2 au début du mandat ou à la fin du précédent mandat. C'était des constructions en long aussi parce que les terrains sont assez étroits. Donc, c'est de la densification. On trouvait que ça se mariait bien avec ce qu'il y avait autour. Alors, lui aussi, on l'a retourné faire ses devoirs parce qu'on n'était pas satisfait avec la première présentation et c'est ce qu'il nous propose aujourd'hui. Alors, on fait une recommandation favorable. Oui, puis Madame la Présidente, oui, je peux dire un peu comme vous disiez tout à l'heure, je suis vraiment contente. C'est localisé dans mon district. Puis c'est ça, c'est un tout petit terrain perdu entre 2 bâtiments. Donc, quand on parle de densifier de façon avantageuse, ça, je trouve que c'en est un projet. Puis aussi d'avoir une construction neuve dans ce secteur-là. Il y a des propriétaires qui ont mis quand même de l'argent sur leur bâtiment pour rénover. Donc, ça tire le quartier vers le haut. Un beau projet. Merci, Madame. Par curiosité, le choix des couleurs, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui a influencé? André l'a mis, c'était le brun miel. C'est foncé. Oui, parce qu'avant, on était dans le pâle, dans le blanc, ça faisait... Ça faisait trop moderne, je pense. Oui, c'est ça. On voulait l'harmoniser avec l'ensemble de ce qu'il y avait sur la rue. Puis, c'était vraiment le meilleur scénario qu'on pouvait avoir. Parfait.
Ensuite, maintenant, sur la 12e avenue Nord, donc, ces 2 projets de construction La Chance. Ça nous a donné bien des mots de tête. On a même dû rencontrer le promoteur en cours de route pour lui dire faudrait peut-être réaligner ton projet parce que c'était pas ça. Donc, il nous est arrivé, on l'a rencontré avec les restrictions que l'on a parce que quand même, il était en conformité à l'endroit où il était, tout ça. Donc, on ne peut pas apporter beaucoup de changements à ce moment-là. Mais c'est quand même une construction de 80 multifamiliales de 82 logements. Donc, chacune des bâtisses, celui-là, c'est 82, l'autre, ce sera 82 également. Alors, finalement, le comité d'urbanisme de l'arrondissement accepte ce plan d'implantation et d'intégration architecturale pour la construction de ces immeubles. Donc, ce plan-là, 82 et le prochain, il y en aura 82 aussi, à 3 conditions: que la localisation des unités de climatisation soit fournie au service de planification de la gestion du territoire préalablement à l'émission du permis, que les types d'éclairage extérieur soient précisés et transmis au service de la planification et de la gestion du territoire préalablement à l'émission du permis, et toujours pour les 2 dossiers, donc qu'une bande végétale soit aménagée le long de la ligne arrière et que le plan soit fourni au service de la planification et de la gestion du territoire préalablement à l'émission du permis également. Oui? Pour ceux qui regardent à l'écran, la rue est ici, là. Fait que l'arrière-lot est à droite, là, où est-ce que vous voyez mon curseur pour la bande végétale. Sur la 12e avenue. C'est sur la 12e avenue. Canadian Tire. En face du Canadian Tire, à peu près. De l'autre côté, où l'ancienne ferme Luc. Ouais. Fait que vous voyez que les rues sont vraiment c'est sur le côté, là, vous voyez, là, du C'est plan. c'est un des projets qui. Ouais. À gauche. À gauche, c'est la 12e. Oui. Oui, alors, Mme Dauphiné, ça vous va? Bien sûr. Mme Belle-Rose. Merci. Oui, j'avais un commentaire en fait parce que ce projet-là m'a fait beaucoup hésiter. À première vue, il y avait 2 choses qui me dérangeaient. En fait, la première, c'est le fait que le projet, là, mais là, c'est vraiment quand on regarde les 2 lots en même temps, le fait qu'il soit entouré par un stationnement, là, avec, puis là, c'est ça, il y a l'ajout d'allées, en fait, véhiculaires. Pour moi, ça faisait l'effet d'encerclement là, d'une zone pavée. Je trouvais qu'on aurait pu réduire davantage les quarts de stationnement, puis trouver une alternative. Là, c'est ça, l'allée. Là, c'est ça, le promoteur est venu nous rencontrer pour nous expliquer pourquoi il avait dû mettre l'aménagement comme ça. Mais je trouvais que l'espace, en fait, du pavé, l'espace bétonné était très imposant sur l'ensemble quand on regarde les 2 lots en même temps. Puis l'autre chose, c'est le fait que, puis là, c'est ça, il nous a expliqué que les lots, vous le voyez, là, sont vraiment faits sur le long, là. Ça fait en sorte que les constructions proposées, c'est vraiment littéralement des murs, tu sais. Puis moi, j'ai réagi un peu par rapport au fait que, tu sais, l'échelle humaine, moi, j'aime beaucoup mieux quand on travaille avec les formes, avec les différentes hauteurs, qu'on fait des puits de lumière, tu sais, qu'on trouve des choses qui s'arriment. J'aurais aimé que ce projet-là soit travaillé les 2 lots ensemble, puis qu'il soit comme plus un projet intégré. Mais c'est ça, dans le fond, quand on regarde les zones et les règlements en fait affectés à chacune, ben on voit que son projet est conforme finalement au règlement qu'on a actuellement. Donc, c'est ce que je trouve un peu dommage dans ce projet-là parce qu'on a vraiment intérêt à améliorer. Puis là, on est en grosse démarche de plan d'urbanisme, là, mais si on voit que quand on fait juste appliquer lot par lot nos règlements, ben on a de la perte d'espace, puis on crée des bâtiments qui manquent un peu de forme et de structure. Mais oui, par exemple, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait une aire partagée centrale entre les 2. Ça, je trouve que c'est vraiment un très bon point. Puis, il y a un bon pourcentage quand même d'espace vert sur le projet. Est-ce que c'est unifamilial? Multi. Multifamilial. Ouais. 82 logements par 4 étages. 4 étages. Oui. Et ce que l'on trouvait navrant dans ce projet-là, c'est qu'on n'avait pas de dimension, on n'avait pas de perspective. Dans le sens qu'on aurait aimé avoir, je vous dirais en 3D, là, mais qu'est-ce que ça peut donner? Parce que là, c'est difficile de regarder une image, puis
on considérait que ça avait l'air d'un mur blanc, puis on n'a pas les profondeurs des balcons, du toit, des choses comme ça. Alors, la suggestion qui a été faite au service cet après-midi, c'est que dorénavant, quand les promoteurs arriveront avec un projet, de nous fournir une perspective, puis sans nécessairement que ce soit une animation 3D, mais qu'on puisse voir ça donne quoi si on joue avec, pour être capable de vraiment prendre vraiment le pouls du projet comme tel, parce que là, on est devant un mur comme ça, puis on se dit, ça va être beau, ça ne sera pas beau. Mais comme on est dans un milieu où il faut faire confiance, ben moi, j'ai confiance que ça va être pas pire. Est-ce que vous enregistrez votre dissidence? Ben non, parce que c'est conforme à notre réglementation actuelle, fait que je ne vois pas comment je peux inscrire ma dissidence. Ouais. Merci, Mme Belrose. Merci. L'autre projet, bien sûr, c'est donc c'est l'autre bâtisse à côté, donc c'est la même chose. Alors, j'imagine que c'est les mêmes commentaires et tout ça. Parfait. Maintenant, une demande d'approbation dans un aire de PIA aussi sur la rue Bossé, les habitations Jutra. Nous, c'était la première fois qu'on entendait parler des habitations Jutra. On en déduit qu'ils viennent peut-être de Drummondville parce qu'on aurait trouvé ça sur le site web. Et au moment où on a demandé des informations supplémentaires au service, lui, il n'avait pas accès à ces documents via le serveur. C'était comme un peu compliqué. Mais si c'est un investisseur de l'extérieur qui vient investir à Sherbrooke, on lui souhaite la bienvenue. Puis on lui souhaite bonne chance, puis de nous apporter beaucoup d'habitations. Ce serait intéressant de ce côté-là. Donc, c'est une demande de permis qui a été déposée en janvier 2024. Ça a quand même été vite, lui, dans son dossier, pour un multifamilial de 44 logements sur la rue Bossé. Donc, la rue Bossé, c'est dans le coin du Canadian Tire. Et toujours. Alors, que c'est un beau 44 logements, on trouve que c'est intéressant. Ça va être à côté de la grosse construction, le Monarque, il y a 132 logements, ou 134, excusez, que l'on a approuvé vendredi dernier. Donc, ça se marie bien ensemble, c'est bien fait et tout ça. Alors, nous l'acceptons, à condition que la localisation, évidemment, des unités de climatisation projetées soit précisée préalablement à l'émission du permis, que les types d'éclairage extérieur projetés, de même que leur localisation, soient précisés, et que le type d'aménagement projeté afin de dissimuler les conteneurs et les bacs roulants prévus en arrière-cour soit préalablement précisé à l'émission du permis. Ça vous allait? Oui. Parfait, c'est tout. Ça clôt vos 12 points. Merci, bonsoir. Alors, on est rendu au point 6.4.1, nomination d'un membre à la Corporation de revalorisation du site de la mine Ascot. Alors, en fait, c'est simplement en raison du changement de la présidence d'arrondissement. On vient changer également la nomination à la corporation parce que c'est toujours, en tout cas, deux élus, l'élu du secteur, la présidence, et puis il y a aussi monsieur le directeur de l'arrondissement qui siège sur cette corporation. Alors, c'était Mme Dauphiné qui occupait le poste, mais maintenant, c'est Mme Belrose qui siégera à ce comité. Nous avons à peu près 28 réunions par semaine. Donc, c'est pas vrai. On en a très peu, mais il faut en avoir une. OK. Ensuite, c'est approuvé au conseil municipal. Oui. Il faut que ce soit approuvé au conseil municipal. Parfait. Excellent. Après, on serait rendu au point 8.1.1, fonds dédié, adoption et lancement public du budget participatif 2024 pour le district des 4 saisons. C'est un point qu'on a vu tout à l'heure en comité plénier public. Alors, je ne vais pas en parler tout en long comme tout à l'heure, mais juste vous dire que c'est cohérent avec notre plan d'action d'arrondissement qui souhaite stimuler la participation et l'implication citoyenne en mettant en place des budgets participatifs. Alors, pour le district des 4 saisons, l'invitation va être lancée à partir de ce soir. L'information va être disponible sur le site Internet de la Ville de Sherbrooke. Alors, on invite là, les organismes à but non lucratifs ainsi que coopératives, en fait, tout ce qui est pas de l'ordre d'entreprise privée ou organisme à but lucratif. Alors, à écrire, à nous envoyer un projet. C'est un appel de projet qui commence aujourd'hui et qui se termine le 29 mars prochain. C'est pour des projets entre 1 000 et 3 500 $. Moi, j'ai investi une enveloppe de 10 000 $ pour ce projet-là de budget participatif. Et puis, il faut que les projets bénéficient majoritairement aux gens du district, mais ils peuvent venir d'un organisme là, qui siège, dont l'adresse est située un peu n'importe où à Sherbrooke, mais sur le territoire de notre ville, évidemment. Puis, si jamais il y a de l'achat
de mobilier ou d'infrastructure, ça doit rester dans le domaine public. Donc c'est lancé à partir de ce soir si mes collègues acceptent le budget participatif. Puis ensuite, il y aura le 17 avril une soirée avec kiosque, information, présentation et surtout vote des projets qui seront confirmés par la suite le 22 avril en séance d'arrondissement. Donc, les projets doivent être adoptés en séance tenante. Alors, voilà, ça vous va? Oh, mon Dieu. Ah, merci beaucoup. Alors, c'est officiel. Il nous reste le point 8.2.1, dépôt du budget des frais de représentation sociale 2024. Alors, c'est toujours notre budget de 3 850 qui nous permet, qui est divisé en 4 et qui nous permet d'aller à aider un organisme, aider une cause en assistant à des événements bénéfices. Alors, pour le moment, il n'y a rien inscrit sur les tableaux, mais ça viendra. On est en début d'année. Donc, voilà. C'est bon? Oui, c'est bon, madame. Excellent. Après ça, le 12.1.1, dépôt du calendrier des événements à venir, c'est aussi un dossier qu'on a vu tout à l'heure en comité plénier public. Alors, il y a plein de belles activités pour le mois de mars, des activités beaucoup en lien avec notre 58e finale des Jeux du Québec qui va être lancée avec sa cérémonie d'ouverture le 1er mars prochain jusqu'au 9 mars. Puis il y a également ce qui va se tenir le carnaval de Sherbrooke, le carnaval d'hiver, saison à saveur printanière là, qui va se tenir du 1er au 3 mars. Puis il y aura également une exposition ici à la salle du Parvis, là, portée par la CEP. Alors, allez voir les détails, plein de belles activités à venir. Puis on s'est déjà rendu au message des membres du conseil. Alors, Madame Duclos? Pas de message pour moi, merci. Moi non plus. Bonne soirée à tout le monde. Moi non plus, merci. Pas de message, super. Moi, rapidement, en fait, je voulais revenir sur l'annulation de la fête des neiges qu'on devait avoir parce qu'on n'a pas été très, très chanceux avec nos fêtes des neiges. Le terrain était très glissant, accidenté. Donc, pour la glissade, surtout, c'était trop dangereux. Puis, à l'inverse, ben, dans nos patinoires, on n'a pas de glace pour patiner. Donc, drôle de saison. Donc, je vais simplement vous dire que ça sera partie remise. On va regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, si on peut ajouter une fête dans le district. Puis ensuite de ça, ben, en fait, on se revoit le 25 mars prochain. Puis à moins d'un changement, là, c'est sûr que la porte est difficile à trouver quand on vient à la salle du Parvis en ce moment, là. Mais on espère que le 25 mars, la situation va être réglée. Ou sinon, on va vous faire un parcours avec chasse au trésor. Avec les œufs. Oui, c'est ça, pour la Pâques. Pour Pâques. Alors, je vous souhaite une bonne fin de soirée. À la prochaine.